La grand-mère est malade dans les frères Grimm, oui. Et donc elle lui dit quoi? Fais attention. Il lui dit attention de casser le bouteille de vin. De pas casser. De pas casser le bouteille de vin. En chemin, d'accord. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Nous entrons aujourd'hui dans la classe de Marion, enseignante en dispositif UPE2A à Parthenay, dans le Poitou. Je suis enseignante en UPE2A. Donc UPE2A, ça signifie Unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Et donc j'accompagne ces élèves-là qui ne maîtrisent pas la langue française dans un soutien linguistique en langue française. Voilà, et donc je sillonne ma circonscription. Donc là, je travaille dans 4 écoles différentes avec une vingtaine d'élèves de tous horizons. Donc j'ai des élèves afghans, ukrainiens, brésiliens, nigérians, syriens, enfin voilà. Et donc je vais d'école en école pour travailler avec eux la langue française. Le loup, il court trop vite et il arrive et lui dit la grand-mère tire la chevillette et il tire et il avale la grand-mère. Tout cru. Et il habite le... Il habite... Il met les habits. Il met les habits de grand-mère. Aujourd'hui, nous posons nos micros chez Marion. Ses élèves, pour cette séance, entrent dans l'écrit et Marion les aide à sa compréhension. Bonjour Marion. Bonjour. Et merci pour ton accueil dans un de tes lieux qui est un des lieux de ta pratique itinérante. Y a-t-il un enfant dans cette carrière que tu as rencontré qui venait d'un pays que tu ne connaissais pas? Que je ne connaissais pas, non. Mais non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des pays plus, disons, pas plus rares que d'autres, mais j'ai rarement d'élèves qui viennent d'Asie, par exemple. Mais c'est arrivé une année, ça m'est arrivé d'accueillir des élèves thaïlandais. Voilà, mais en général, ce sont des élèves qui viennent d'Afrique ou d'Europe de l'Est, voilà. Moyen-Orient. Comment tes élèves arrivent dans le dispositif? C'est-à-dire ma question c'est avec quel élan d'apprendre cette nouvelle langue? Eh bien, ils ont pas tous le même élan en fait. Ça dépend vraiment de leur bagage, je dirais culturel, scolaire, psychologique aussi. Je me souviens quand j'ai accueilli pour la première fois des élèves ukrainiens après le conflit, c'était des élèves qui étaient d'une part traumatisés par ce déracinement et cet exil forcé et qui n'avaient pour la plupart pas envie du tout d'apprendre la langue française. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup de patience et de soutien pour ces élèves-là qui ne pensaient pas rester aussi longtemps en France. Donc il faut faire avec ces histoires-là, ce qui est pas toujours évident parce que on n'est pas forcément formé pour accueillir cette parole-là d'enfants traumatisés. Et puis d'autres enfants qui investissent la langue tout de suite, qui ont très très envie d'apprendre la langue française pour comprendre ce que les copains dans la cour de récré leur disent, pour comprendre ce que leur maître ou leur maîtresse leur raconte aussi. Donc voilà, ça dépend des parcours des enfants. Une fois qu'il a avalé et la grand-mère et le chaperon rouge, Il dormait et ressouffle. comment on dit ce mot? On l'a appris hier.
Très bien. Il ronfle. C'est quoi ronfler déjà? Tu veux essayer de faire, Mohamed Salem? Ok, je fais alors. C'est ça, ronfler très fort. Qu'est-ce que tu sais de leur histoire? Comment tu entres dans leur histoire à ces enfants? Alors c'est compliqué parce que souvent j'accueille les familles. Le premier jour, en fait, j'accueille les familles et on pose des questions. Alors ce qui est compliqué, c'est ne pas être intrusif aussi dans leur vécu. Donc je reste assez... je parle surtout de la scolarité, en fait. Je reste sur la scolarité de l'enfant. Et après, s'ils veulent me parler de plus que la scolarité, évidemment, j'accueille leurs paroles, mais je vais pas aller au-delà de la scolarité. D'abord, c'est pas mon rôle. D'abord, ce sont des familles qui ont raconté et raconté encore et encore leur histoire pour des questions administratives. Et du coup, je suis un peu gênée aussi de poser ces questions-là. Donc, je me cantonne à leur parcours scolaire. Et puis, très très vite, il y a un échange quand même qui s'installe avec les familles. Et puis, parfois, ils m'en disent un peu plus. Donc, je rentre comme ça dans leur histoire. Mais parfois, il m'arrive de rien connaître de l'histoire de l'élève. Et c'est pas grave, j'ai envie de dire. De toute façon, j'accueille tous les élèves, quelle que soit leur histoire. Ouais, tout à fait. Après, je m'aperçois bien que parfois, ils ont plus de difficultés à rentrer dans les apprentissages et que ça a souvent un lien avec leur vécu, évidemment. Aujourd'hui, tu nous accueilles sur une séance autour d'un conte traditionnel qui est celui du Petit Chaperon Rouge. Le personnage principal d'un livre, c'est celui qu'on voit en premier, d'accord ? Et qu'on voit tout le long de l'histoire. Alors, dans la version française, c'est qui ? Le chaperon rouge. Tu nous racontes cette activité ? Alors, j'avais envie de travailler avec ces élèves-là, la littérature traditionnelle française, et j'ai choisi ce conte-là parce qu'il existe en plein de versions. Et j'avais envie de travailler cette diversité culturelle avec eux. Et je m'étais assurée au préalable qu'ils connaissaient déjà le conte dans leur langue. Parce que mon idée, c'était qu'ils puissent faire des transferts plus facilement au niveau de la compréhension. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, même s'ils ont un bon niveau, mais ils ne maîtrisent pas encore tout le lexique, surtout le lexique des contes, qui est un lexique particulier. C'est souvent le temps du passé simple, ce qui est pas toujours évident et ça peut parfois bloquer la compréhension. Et du coup, le Petit Chaperon Rouge, ils le connaissaient déjà. Et donc, ils arrivaient à faire des transferts comme ça de compréhension. Et ça, c'était important pour moi. Comment s'appelle l'histoire ? En arabe, Oui. Leila Leila Wazib. Leila Wazib. Wazib. Et donc, le loup, ça se dit comment ? Zip. Zip. Concrètement, tu fais comment ? Alors parce que en fait, quand on a préparé cet épisode, j'avais imaginé écouter le conte en une langue étrangère, mais pas du tout. C'est pas ce que tu fais. Alors dis-nous ce que tu fais. Alors, en fait, l'idée, c'était de leur faire étudier d'abord la version française. Donc, on a travaillé, depuis la rentrée là de janvier sur le conte de Charles Perrault. Le conte des frères Grimm aussi, donc la version allemande. Et puis, évidemment, pour aujourd'hui, j'avais gardé la version arabe. Il m'en avait parlé déjà, mais la version arabe, évidemment, traduite en français. Et la version chinoise également. Et on a travaillé aussi sur la couverture des albums parce que j'ai trouvé plusieurs couvertures d'albums du Petit Chaperon Rouge, mais dans beaucoup de langues différentes. Et essayer de reconnaître justement l'origine de ces contes-là et les différences, rien que sur la couverture de l'album, les différences qui pourraient exister. Leila habitait avec sa mère. Un jour, la mère dit à Leila, « J'aimerais, ma chérie, que tu
prennent, c'est pas taillé. Le gâteau et que tu les apportes à ta grand-mère qui habite dans la forêt. Mais éloigne-toi du long chemin. Prends le petit chemin pour ne pas rencontrer le loup qui pourrait te manger. Du coup, tu les invites à faire quoi sur chacune de ces versions, et notamment sur cette séance d'aujourd'hui? L'idée, c'était essayer de relever les analogies et les différences dans chacune des versions. Et ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit l'origine du conte, on retrouve évidemment des analogies, mais les différences, elles se situent vraiment dans des détails, en fait. Ce qui est intéressant. Par exemple, dans le panier du petit chaperon rouge, on va pas trouver la même chose si on est en Chine, si on est au Maroc ou si on est en France. Et ça, c'est super parce que du coup, ça touche l'aspect culturel aussi des contes. Voilà, donc la nourriture, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on va travailler par la suite. C'est aussi le point de départ pour tirer des fils et travailler sur d'autres aspects du conte. Cette séance d'aujourd'hui s'est passée comme tu le souhaitais? T'as été surprise, déroutée par quelque chose? J'ai trouvé qu'ils étaient moins loquaces que d'habitude, mais je pense que voilà, c'était D'autres présence, je pense. Mais non, ils ont été, en tout cas, ils ont bien repéré dans chaque conte les différences et les analogies. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, ils ont découvert la version arabe traduite en français. Peut-être que ça les a un petit peu déroutés aussi au début, mais en tout cas, voilà, ils ont retrouvé les analogies que j'avais envie qu'ils trouvent et les différences. Oui, on les sent pas gênés, mais surpris de voir une référence à ces petites crêpes. Fatahir, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est comme un crêpe. D'accord. Alors, je crois que en français, c'est des crêpes mille trous. Ah, c'est ça. Voilà, les crêpes qui sont dans le panier du petit chaperon rouge. Et on voit, ils discutent entre eux en darija, en arabe. C'est dingue en fait. On est en train de parler de quelque chose qu'on a à la maison. Quoi. C'est drôle de les écouter. Et dedans, qu'est-ce qu'on met dedans? Chocolat, D'accord. le fromage, Du chocolat et du fromage? miel. Et miel. Et du miel. Oui, et puis ce que je trouve intéressant avec ces élèves-là, c'est que ils réfléchissent vraiment sur l'objet de la langue française, en fait. Ils ont vraiment un recul. Et ça se fait vraiment avec des élèves qui ont déjà un niveau et dans leur langue et un niveau important, un niveau de base nécessaire en langue française pour arriver à se décentrer et se dire attends, mais on dit comme ça en français, mais on dit aussi comme ça en arabe, ah mais ça se ressemble, mais voilà, mais tout ça, ça se fait en catimini parce qu'ils parlent entre eux en arabe, donc évidemment je suis complètement exclue de la conversation, même si maintenant j'arrive quand même à repérer 2-3 mots. Et ensuite, ils me disent, donc ils cherchent leurs mots en français, ils font cette bascule-là tout le temps. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et c'est ça, c'est le début du bilinguisme, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Ils réfléchissent dans leur langue, ils interagissent entre eux, puis ils me donnent l'objet de leur réflexion en français. Oh, je me dis, mais quel mécanisme ça doit être pour eux. Et je suis assez admirative, en fait, de ça. Mais c'est ça, c'est que on peut imaginer que c'est difficile au début de se retrouver dans un bain de langage qui n'est pas le leur, enfin dans un bain de langue qui n'est pas la leur. Mais quelle richesse et quel processus cognitif qui se mettent en place. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Alors, au Maroc, pour parler de tes deux élèves, au Maroc, ils sont habitués très vite. Oui. Les enfants sont plutôt berbères, et donc parlent berbère à la maison. À l'école, on parle arabe. Très vite, on parle français aussi.
Donc cette gymnastique entre les langues est assez habituelle pour eux. J'aimerais bien que tu me dises s'il y a un truc vraiment qui te plaît particulièrement dans ta pratique itinérante. En fait, aller d'école en école, c'est assez intéressant, quoi, parce que d'abord, on a plusieurs collègues, on a différentes façons de faire aussi, on n'a pas les mêmes élèves, même si dans ma circo, ça reste quand même des écoles de campagne. Donc on est sur un territoire rural, mais voilà, ici c'est plutôt une école de ville, on va dire, donc qui côtoie à la fois des élèves allophones et aussi des enfants du voyage. Donc je mélange aussi mes groupes comme ça, donc c'est hyper intéressant. Et puis ce qui est intéressant, oui, c'est d'aller à la rencontre d'autres écoles, d'autres élèves, d'autres collègues, d'autres façons de faire. C'est pas la routine, quoi. Loin de là. C'est vraiment pas la routine du tout. Mohamed Salem, est-ce que tu te souviens des couvertures du conte qu'on avait vu ensemble? C'est quelle version, ça, tu te souviens? Allemande? Non. Portugais? Portugais. Et ça en Chine. Ouais. Tu veux me lire? Et on peut pas. Pas possible. C'est pas le même alphabet. Vous pouvez ranger. On continuera jeudi le travail de comparaison. Et une dernière question, comment tu fais pour justement renouveler tes pratiques? Parce que on voit bien que dans tout ce que tu nous dis que il faut s'adapter, il faut changer les choses, s'adapter aux enfants, s'adapter à leur culture, à leur âge. Comment tu fais, toi, pour nourrir ta pratique? Je lis beaucoup, je vais sur Internet, je regarde beaucoup les sites de collègues qui enseignent la langue française, mais dans un contexte étranger. Les collègues qui font du FLE. J'adapte évidemment à mon contexte, moi, français, mais je trouve que c'est vraiment très riche. Et puis oui, j'essaye de renouveler mes outils. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'à chaque fois, ce sont des élèves différents. Et ce qui va fonctionner pour certains élèves ne fonctionnera pas pour d'autres. Et du coup, ça m'oblige aussi d'être tout le temps dans un processus de recherche, d'adaptation. Et ça, c'est plutôt chouette, quoi. FLE, français langue étrangère. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux acronymes. En tout cas, merci beaucoup, Marion, pour ton accueil. Merci. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.